Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui d'aborder un nouveau chapitre de mécanique, le sixième, mouvement dans un champ de force centrale conservative. Allez, on y va. Donc c'est le chapitre ici M6, sixième de mécanique. Il s'agit d'étudier le mouvement, voilà, d'un point matériel dans un champ de force centrale et conservative. Voilà. Sixième chapitre de mécanique où on va justement pouvoir exploiter tout ce que l'on connaît sur les théorèmes énergétiques et on va également retrouver cette notion de moment cinétique et de moment de force, notamment via l'utilisation du théorème du moment cinétique. D'accord? Alors déjà, avant d'aborder ici dans ce chapitre, il y a vraiment des lois de conservation qui sont essentielles. Avant d'aborder ces lois de conservation, on va déjà définir ce qu'est ici un champ de force ou une force centrale conservative. D'accord? Dans un premier temps, et ensuite, voilà, montrer simplement aujourd'hui le fait que dans un tel contexte, dans un tel problème, il y a conservation du moment cinétique. D'accord? Donc quand même noter, c'est important en introduction, ce chapitre est un chapitre quand même relativement important, qui possède une dimension culturelle ici importante. Voilà, donc c'est un chapitre ici très important en mécanique, donc à dimension culturelle importante, à deux échelles, notamment, on va reprendre les deux échelles ici, voilà. L'échelle microscopique, d'accord, donc ce sont des exemples qu'on va retrouver ensemble en TD, d'accord. C'est-à-dire que voilà, dans ce chapitre, on va traiter l'exemple du mouvement de l'électron ici autour du noyau, mouvement de l'électron autour du noyau. Mais c'est également un chapitre ici très important à l'échelle macroscopique, voire même échelle astronomique. Donc j'en ai déjà parlé, d'accord, quand on a abordé ici le début de la mécanique, notamment dans l'étude, d'accord, donc c'est vraiment le cœur de ce chapitre, le mouvement des astres, d'accord, des planètes, ici, autour du Soleil, par exemple. Voilà. Bon, on y va, on commence ce chapitre par tout d'abord définir ce qu'est un champ de force centrale conservative. Donc premier temps, premier paragraphe, voilà. On va placer le contexte ici, voilà, l'étude d'un point matériel qui sera soumis, voilà, à une force centrale conservative. Donc la force, elle est centrale et conservative, c'est-à-dire qu'on va définir en deux temps, d'accord, ce champ de force central conservatif. Donc tout d'abord, voilà, on va répondre à la question, qu'est-ce qu'une force centrale? Donc qu'est-ce qu'une force centrale? Alors, ici, voilà, dans cette étude, on va se placer, ici dans le cas le plus général, on va repérer le point M en coordonnées sphériques. D'accord? Donc ça, on va le noter, on considère, voilà, on prend le cas le plus général. Un point matériel, on reste dans l'étude de la mécanique du point matériel, un point M, affecté de la masse petit m. Ce point matériel M, alors je vais essayer de recentrer ça, voilà, il sera repéré, voilà, repéré en coordonnées sphériques, repéré en coordonnées sphériques, voilà. Donc ça fait également des révisions sur la cinématique du point matériel, puisqu'on va repérer ce point M par le vecteur position, je vous rappelle, le vecteur position, ici en coordonnées sphériques, à un instant t, voilà, est donné par OM de t égale RER. Bon, là je l'ai mise, allez, je donne ici les dépendances temporelles, voilà, OM égale RER, comme ceci. On va faire le schéma ici du repérage sphérique, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas fait. Donc on y va, voilà, un axe OZ vertical ascendant, voilà, l'axe des X, l'axe ici, pardon, l'axe des X, l'origine O, l'axe des Y.
Donc je vous rappelle, hein, on part ici d'un repérage cartésien pour faire apparaître le repérage sphérique, donc repérage la base cartésienne, muni de ce vecteur unitaire EX, EY, EZ. Le point M, ici dans l'espace, repéré par ses coordonnées sphériques, tel qu'à chaque instant, on est le vecteur position OM égale RER. Donc voici ici, voilà la coordonnée sphérique R de T, d'accord. Ensuite, je vous rappelle, il y a donc les coordonnées sphériques du point M, R, θ, phi. L'angle θ, je vous rappelle, il est ici, voilà. N'oubliez pas, il faut définir également deux projeteurs orthogonaux. Ouais, on va noter, rappelez-vous H, hein, le projeteur orthogonal du point M sur l'axe OZ. Donc on va noter ici, voilà, on avait noté H. H est le projeteur orthogonal du point M sur l'axe OZ. Et on va ici également noter un I, le projeteur orthogonal du point M dans le plan horizontal X ou Y. Donc voilà, je fais apparaître ici I. Voilà, je suis allé un peu trop loin. Voilà, donc je vais m'arrêter ici pour faire apparaître I. Voilà, le projeteur orthogonal de M dans le plan horizontal X ou Y. Je fais également apparaître voilà, cet angle droit, comme ceci. Bon, ça me permet également de faire apparaître ici l'angle phi. D'accord, voilà, l'angle phi de t pour repérer voilà, le point M. Donc coordonnées sphériques r θ phi, tel que le vecteur position à un instant t soit égal à OM égale RER. D'accord. Je n'oublie pas de faire apparaître ici la base d'étude, ici la base locale sphérique. Donc le vecteur unitaire ER dans le sens des rayons croissants. Le vecteur unitaire Eθ dans le sens θ croissant, perpendiculaire à ER, donc Eθ, comme ceci, et Eφ dans le sens des phi croissants, perpendiculaire à la fois à ER et Eφ. D'accord, je vous rappelle, sur le schéma ça ne se voit pas, le schéma est plan, mais on est bien à 3 dimensions, il y a un angle droit entre chacun des 3 vecteurs unitaires. D'accord. Voilà. Alors, je replace le contexte, hein, ce point M est soumis à une force centrale. Alors, je vais donner un exemple, un cas particulier. Voici l'exemple d'une force centrale. Là, en vert, je la repasse ici. Je la fais suffisamment grande pour qu'on puisse la distinguer. Voici. Donc ici, elle s'applique en M et dirigée vers le point O. Voilà. Donc en vert, voilà, je mets la flèche l'extrémité du vecteur force ici. D'accord. Voici cette force centrale. D'accord. Donc là, la flèche, voilà, pour ne pas... Ici, voilà, comme ceci. Cette force centrale... D'accord, en fait, c'est le point O. C'est-à-dire que le point O, en fait, soumet le point M à une force centrale. Et là, vous voyez clairement que cette force est centrale, en effet. Quelles sont ses caractéristiques? Une force centrale passe constamment. Voilà, la direction de la force centrale passe constamment par le point O. Le point O, ce qu'on appelle le centre de force. O est le centre de force. Il exerce une force centrale sur le point M. Et cette force centrale est constamment dirigée vers le point O, appelé centre de force. Première chose. Donc en fait, on va essayer de lire la droite d'action. La droite d'action de F passe par le point O. Et également, la norme de cette force centrale ne dépend que la coordonnée R, d'accord, du point M. Donc ça, on va le noter en tant que définition. On va noter à droite, à côté du schéma, on a de la place. Donc ici, la définition d'une force centrale, donc à connaître, à retenir. Donc, on va dire ça comment? Le point M, voilà, le point M est soumis de la part, il est soumis de la part du point O. Il est soumis de la part du point O à une force centrale F. Donc là, je m'intéresse ici à cette force centrale F. Voilà. Si, voilà. Elle respecte deux critères. Le premier, si la direction, voilà, de cette force passe toujours par le point O. Ce point O est appelé centre de force. Appelé centre de force. Donc, première condition, il faut que la direction de la force, ici F, centrale, passe constamment par le point O, appelé centre de force. Voilà. Ensuite, il faut que la norme de cette force ne dépend que de R. Ne dépend que de R. La norme ne dépend que de R. C'est-à-dire,
on peut réécrire tout simplement. La force F est centrale. Elle s'écrit sous la forme, ici, F égale, donc vectoriellement, une norme qui ne dépend que de R fois le vecteur unitaire ER. Voilà. Voici l'expression ici tout à fait générale d'une force centrale, d'accord, exercée par le point O, sur le point M. Alors là, on distingue deux cas, hein. En effet, si finalement on a, voilà, ici cette projection de cette force selon ER, cette projection est négative, d'accord, la force centrale est attractive. On a alors une force centrale ici attractive. D'accord, voilà, j'y suis arrivé. C'est le cas ici, hein. C'est-à-dire que là, finalement, la force F ici est dirigée selon moins ER, hein. D'accord, c'est-à-dire que la force est dirigée selon moins ER, la force est attractive, elle pointe vers le point O. Dans le cas contraire, si la force est dirigée selon plus ER, donc si ici la projection de F selon R est positive, la force centrale sera alors répulsive. Voilà, force centrale attractive ou force centrale répulsive. Alors, des exemples. D'exemples, vous en connaissez plein. J'en ai déjà parlé. Je pense notamment à l'interaction gravitationnelle, d'accord, à l'interaction coulombienne, d'accord. Il y en a d'autres. On peut également citer une force de rappel élastique, d'accord, qui rappelle le point M vers le centre de force O, mais également une force de frottement fluide qu'on peut qualifier de radiale. Donc là, je tente une petite mise au point sur la caméra. Je vois que c'est un tout petit peu bougé pour que ce soit un peu moins flou. Voilà, comme ceci. D'accord. Donc, deuxième temps, après la définition, on va noter quelques exemples. Un exemple que je viens de citer ici à l'oral. D'accord. Voilà, donc on continue. Donc ici, voilà, après, donc on peut mettre ici petit a définition. D'accord, donc ensuite on continue, on va donner quelques exemples. Exemple ici, voilà, que l'on peut donner pour illustrer cette notion de force centrale. Alors exemple, l'exemple, on va commencer par celle-ci, hein, une force de rappel élastique. Exemple d'une force de rappel ici élastique. Voilà. Rappelant, comme c'est le cas de le dire, le point M vers le centre de force O. Vers le centre de force O. Dans ce cas-là, cette force de rappel, ici, on peut la noter sous la forme F égale moins KR ER. F égale moins KR ER. C'est une force dont la direction passe constamment par le centre de force O et dont la norme ne dépend que de R. D'accord. Je vais également donner deux exemples importants. Le plus important ici de ce chapitre, hein, c'est l'interaction gravitationnelle. Alors l'interaction ici gravitationnelle. Voilà. Vous connaissez. Voilà. F égale, notez F hein, pour toutes les forces du note F. Hein, je vais pas... Alors je peux également noter en rouge, parce qu'à la connaître, hein, vous la connaissez déjà. Je vous rappelle son expression vectorielle, moins G, constante de gravitation universelle, produit des masses, je notais MM', donc M fois M', divisé par R carré, le tout selon ER. D'accord. Voilà. Alors c'est bien une force centrale, hein, ici. Ce qu'il faut noter, c'est qu'elle est toujours attractive. Hein, d'accord. Donc elle est toujours ici attractive. Voilà, et s'exerce toujours entre deux masses, ici supposées ponctuelles, d'accord, toujours attractive, voilà. Au contraire, justement, ça permettra de faire une différence avec l'interaction coulombienne. L'interaction ici coulombienne entre deux charges, ici, QQ'. Donc là, pareil, son expression est à connaître. Dans ce chapitre, c'est très important de la connaître. Ici, cette force F, voilà, F égale à quoi? F égale 1 sur 4pi epsilon 0. 1 sur 4pi epsilon 0, d'accord. QQ', pareil, je reprends la notation, donc Q fois Q' au numérateur, divisé toujours par R carré, hein, vous voyez cette ressemblance, hein, 1 sur R carré, fois le vecteur unitaire ER.
Là, faites attention, hein, elle est attractive ou répulsive selon le signe des charges. D'accord? Donc, ici, ça vous le savez, attractive ou répulsive, voilà, selon le signe des charges. Voilà. Troisième exemple de force centrale. D'accord? Donc, faites attention au signe des charges. Et là, vous voyez, je dis à Laura, il y a une ressemblance qui est très importante. Ces deux forces, vous voyez, en norme, elles sont 1 sur R carré, selon son ER. Ce sont deux forces centrales. En fait, interaction gravitationnelle et coulombienne font partie des forces centrales qu'on qualifie de newtoniennes en 1 sur R carré. Donc ça, on peut le noter ici, vous voyez, sur la droite. On a ici ces deux forces, interaction gravitationnelle et coulombienne, sont des forces centrales, d'accord, qu'on qualifie de newtoniennes. D'accord, ou de champ newtonien. Pourquoi? Parce qu'en fait, Zobéis a une même structure, hein, d'accord, une dépense en 1 sur R carré, et on a une relation tout à fait générale, une force centrale newtonienne, ici, elle est de la forme, on va noter une constante K au numérateur, voilà, donc on aura du K sur R carré, le tout selon ER, d'accord, pour bien faire apparaître son dépense en 1 sur R carré pour le champ de force. Alors K pour l'interaction gravitationnelle vaut moins G mm', alors que pour l'interaction coulombienne, K vaut 1 sur 4 pi epsilon 0 QQ'. D'accord? Donc ça, on va retrouver ici, ça c'est important de le retenir. Donc on a une forme générale commune aux deux interactions, hein, gravitationnelle et coulombienne. Ce sont les champs de force centrale, une force centrale newtonienne. D'accord? Voilà. Donc là, on a défini ce qu'est une force centrale. D'accord? Donné 3 exemples. Maintenant, je vous rappelle, en plus d'être centrale, cette force, elle est conservative. C'est-à-dire qu'on va pouvoir associer une énergie potentielle associée à cette force centrale. Donc on va reprendre dans un deuxième temps assez rapidement. Donc petit 2. Donc on va rajouter à cette force centrale ici la notion de conservatif. Donc qu'est-ce également qu'une force centrale conservative? Voilà. Donc force centrale ici conservative. Voilà, ça vous le savez déjà, mais ça permet de faire des révisions sur le lien entre une force conservative et l'énergie potentielle associée, notion également des fois qui vous pose des problèmes. Donc on va revenir sur la définition de base à maîtriser. Bah, cette force centrale, maintenant je connais son expression vectorielle, donc définition, je vais mettre ici, la force, ici, voilà, centrale. Alors je vais prendre la notation ici, hein, F égale F, norme ne dépend que de R, dirigée ici selon, qui pointe constamment vers haut, dirigée selon ER. Elle est conservative. Alors elle est conservative, voilà. Si elle dérive, vous le savez, d'une énergie potentielle. Si elle dérive d'une énergie potentielle, voilà, donc la notion de force conservative est liée au fait qu'elle dérive d'une énergie potentielle. Cette énergie potentielle est définie, rappelez-vous, par la relation. Ouais. Cette fonction énergie potentielle, elle apparaît dans quelle relation? Rappelez-vous, il faut calculer le travail. Ouais. Donc il faut calculer le travail élémentaire de cette force conservative dans le référentiel R d'études. Et quand on calcule le travail élémentaire de cette force, ça nous retourne l'opposé ici de la différentielle d'énergie potentielle du point M dans R. Voilà. Là, il apparaît ici, hein, je vais le noter, le travail élémentaire. Donc, rappelez-vous vos notations, hein, delta, la forme différentielle, ici la différentielle, d'accord? Ici, delta W de F dans R. Voilà. Ici. Et le travail élémentaire, c'est le travail élémentaire de la force F centrale, de la force F centrale, en coordonnées, attention, on est en coordonnées sphériques, hein, d'accord? Voilà, on reste dans le cas le plus général, donc c'est un travail élémentaire en coordonnées sphériques, d'accord? Donc on va expliciter ce travail élémentaire, vous allez voir, c'est pas compliqué, puisque la force portée par ER, donc le produit scalaire va se simplifier assez rapidement. En effet, delta W de F dans R, ça sera égal, rappelez-vous, au produit scalaire de vecteur force par le vecteur déplacement élémentaire en coordonnées sphériques. Donc la force est centrale, c'est écrit sous la forme F de R selon ER, scalaire. Rappelez-vous, le vecteur déplacement élémentaire en coordonnées sphériques, donc DRER,
plus R dθ Eθ plus R sin θ d phi E phi. Et là, j'ai distribué. Hein. Donc, on aura ER scalaire ER, ça fait 1. ER scalaire Eθ, 0. ER scalaire E phi égale à 0. Il ne nous reste donc qu'une seule composante. Il va vous rester F, d'accord, de R fois dr. Voilà. On va donc réécrire cette relation-là. Cette relation-là, d'accord, va nous dire que finalement, le produit F de R dr égale moins D de EP. Et on va retrouver le fait qu'une force conservative, elle dérive bien d'une énergie potentielle, ici par rapport à la variable R, hein, la coordonnée sphérique, ici R. D'accord? Donc, on continue, ici, voilà, à la suite. D'accord? Donc ça, je vais laisser là-haut, voilà, pour ceux qui n'auraient pas eu le temps de prendre. Donc, je continue le calcul, donc c'est-à-dire, ici, voilà, c'est-à-dire, qu'est-ce que l'on aura? Oh, pardon, je n'ai pas centré, voilà. On aura, ici, F de R dr, d'accord, égal à quoi? Ce sera égal à moins D2EP, B2EP de M dans R, c'est moins D2EP de R, tout simplement, la seule variable radiale, d'accord, soit, on retrouve le fait, ici, deux informations complémentaires, hein, d'accord, on trouve le fait que la force, ici, conservative, qui ne dépend que de R, elle dérive bien d'une énergie potentielle, d'accord, ou bien, vous écrivez que l'énergie potentielle, qui ne dépend que de R, se retrouve à partir de la force en cherchant une primitive. D'accord? Voilà. Donc, résultat que vous connaissez, vous voyez qu'on retrouve assez rapidement, assez simplement, même si on est en coordonnées sphériques, dans la mesure où la force centrale, finalement, ici, elle ne dépend que de R, et dirigée selon ER. Donc là, vous voyez que ça ne dépend que de R. Vous voyez? Ne dépend que de R. Donc, dépendance, ici, selon la coordonnée sphérique, petit r. Voilà, donc rien de bien compliqué. Et ça, finalement, ça, on sait le calcul. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a cette relation-là, on a donné la définition de l'énergie potentielle associée à une force centrale conservative. D'accord? Là, ensuite, on peut l'expliciter dans les trois exemples qu'on a vus précédemment. On va en faire qu'un. Hein. La force gravitationnelle, on va retrouver l'expression de l'énergie potentielle gravitationnelle, qui est en fait une force centrale conservative. D'accord? Donc, exemple, ça permet de traiter un exemple et de refaire ce calcul, hein, qu'on a déjà fait ensemble dans le chapitre énergétique du point matériel. Donc, on y va. Ici, petit b, exemple. Donc, on va reprendre ici le cas, on fera que celui-ci, hein, de la force gravitationnelle. Donc, cette force gravitationnelle, rappelez-vous, ici, alors on a F égale moins G, M sur R carré ER. Là, ce qu'on va préciser dans ce chapitre, hein, par rapport aux autres précédents, il s'agit d'une force centrale conservative. D'accord? Qui plus est newtonienne, hein, attractive. Elle dérive, d'accord, dérive de cette énergie potentielle ici gravitationnelle. Elle dérive de l'énergie potentielle gravitationnelle que l'on va noter ici, donc EP de M dans R. Cette énergie potentielle ne dépend que de la variable R. Et ça, elle se retrouve grâce à, prenant, donc c'est moins, on cherche, voilà, une primitive de F de R dr. D'accord? Donc ici, elle sera moins, ici, une primitive de quoi? Alors F de R dr, attention, j'ai repris la formulation. C'est-à-dire qu'ici, il faut identifier, hein, la force, toute force centrale s'écrit sous la forme F de R selon ER. Ici, d'accord, dans notre cas, F de R, c'est moins G, M' sur R carré. Donc moins G, M' ça c'est un M, sur R carré, voilà. Et j'intègre par rapport à R. Je sors tout ce qui est constant, à savoir, donc moins plus, G, M', et on cherche une primitive de 1 sur R carré. Ça c'est facile, hein, ça va vous donner du moins 1 sur R. On n'oublie pas par contre, vous voyez, hein, une constante additive près. Donc il va nous rester ici, je n'oublie pas, je vais mettre le moins devant. Je vais faire apparaître le moins. Donc moins G, M', fois ici 1 sur R, plus, voilà, une constante K1. Pareil, se pose toujours le choix, enfin la valeur de cette constante K1. Ça, vous le déterminez grâce à l'origine.
d'accord, l'origine ici de l'énergie potentielle gravitationnelle. Donc EP de R, hein, c'est EP gravitationnel dans notre cas. Bah là, vous le savez, hein, pour deux masses infiniment éloignées, l'interaction gravitationnelle tend vers 0. C'est-à-dire que voilà, là c'est le cas également ici. Hein, quand on a deux masses infiniment éloignées, l'interaction et donc l'énergie potentielle gravitationnelle tend vers 0 également. Donc dire que l'énergie potentielle tend vers 0 quand R tend vers plus l'infini, bien sûr le fait que K1, d'accord, soit égal à 0. Voilà, K1 est égal à 0. On retrouve le fait, voilà, que l'énergie potentielle gravitationnelle, ici, s'écrive sous la forme, donc EP de R, d'accord, elle ne dépend que de R, c'est bien le cas, moins G, M sur R. Voilà, M sur R. Voilà. Vous pouvez mener la même démarche hein, pour l'interaction gravitationnelle. On va pas le faire, hein, d'accord, ça va le faire. L'interaction coulombienne, interaction, on vient de faire l'interaction gravitationnelle, donc vous pouvez faire la même chose pour l'interaction coulombienne, d'accord. Ce qu'il faut retenir, hein, de ces deux exemples, de ce calcul que l'on vient de mener, d'accord, c'est que là on a pris deux cas ici hein, en 1 sur R carré, donc les champs de force newtoniens. Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'une force ici centrale newtonienne, voilà, donc on prend les champs de force en 1 sur R carré, qui plus est conservative, donc voilà, on rajoute des termes au fur et à mesure. Force centrale, d'accord, newtonienne, donc dépendance de la force en 1 sur R carré, conservative, donc dérive d'une énergie potentielle. Donc ce champ de force s'écrit F de R égale K sur R carré ER, c'est la forme générique. Et bien ce champ de force centrale newtonienne conservative, dérive de l'énergie potentielle, cette énergie potentielle, ici, qui également ne dépend que de R, et se met sous la forme K sur R. D'accord? Voilà. Et ici, rappelez-vous, hein, la force, ici, est attractive. Force attractive, si on a un K. Alors le K, c'est le cas de l'interaction gravitationnelle, si le K est négatif. Bon, ici, K est négatif, on a bien une interaction qui est ici attractive. Au contraire, la force ici centrale, newtonienne, conservative sera répulsive si le K ici est positif. D'accord? Alors le K, voilà, dépendra de cette forme ici générale. Hein, d'accord? Un champ de force en K sur R carré ER lui est associé ici une énergie potentielle hein, en K sur R. D'accord? Donc force attractive, c'est-à-dire que typiquement, ça je l'autocron de bois, K de l'interaction gravitationnelle, bah K vaut quoi? K c'est moins G MM'. Hein, d'accord? Au contraire, pour l'interaction ici répulsive, d'accord, c'est le cas de l'interaction coulombienne entre ici, donc on aura 1 sur 4pi epsilon 0, d'accord, et on aura du QQ', d'accord, avec ici, là il faudra ici QQ', ici de même signe, d'accord, de même signe, d'accord, donc là je vais apparaître, d'accord, ici, voilà, pour avoir une constante K hein, qui soit positive, il faut bien avoir les charges de même signe, positive, deux positives ou deux négatives, pour avoir un K positif. Là, il n'y a pas d'ambiguïté, K sera négatif et donc témoignera d'une force centrale newtonienne conservative attractive. D'accord? Donc, vous voyez, des notions de vocabulaire à appréhender, à connaître, à maîtriser, d'accord? Et savoir définir une force centrale conservative, voilà, newtonienne à la rigueur, dans le cas des champs de force en K sur R carré ER, et conservative, c'est-à-dire qu'elle dérive d'une énergie potentielle, ici, voilà directement en K sur R pour les champs de force newtoniens. D'accord? Bon, ça c'est la partie introduction, vous voyez, qui permet de définir ici les notions de base. Maintenant, ce qu'on va faire ensuite ensemble, c'est dégager les lois de conservation. Parce que dans tel mouvement, il y a deux grandeurs qui vont se conserver. Une qui est vectorielle, le moment cinétique. La seconde, elle est énergétique, c'est l'énergie mécanique. D'accord? Allez, on y va, c'est le deuxième temps de ce chapitre. On va mettre en évidence ensemble la conservation, donc grand 2,
Voilà, première loi de conservation très importante, fondamentale, la conservation du moment cinétique. Voilà, ça, il faut vraiment bien le comprendre. D'accord? Et avant de le comprendre, il faut savoir le démontrer. D'accord? Donc ça, on va le démontrer ensemble. Donc démonstration hein, assez simple, assez rapide. D'accord? Dans la mesure où on va rappeler toutes les hypothèses. D'accord? Alors, conservation du moment cinétique, alors même chose, on demande de montrer que ici, ce moment cinétique hein, de la particule évalué par rapport à un point O fixe, ce sera le centre de force, est une constante vectorielle, ça revient à montrer que sa dérivée temporelle ici est un vecteur nul. Donc ça revient en fait indirectement à utiliser le théorème du moment cinétique. Donc ça on va le montrer. Donc soit, alors on y va, on replace ce contexte, qu'est-ce que l'on a? Qu'est-ce que l'on a ici? On a un point M. Voilà. On a un point M ici matériel, mobile. Là, il faut quand même rajouter ici, rappelez-vous l'hypothèse du référentiel R galiléen. Du référentiel R galiléen. Ensuite, O. Alors, O, c'est le centre de force. Alors, M est mobile, le centre de force, il est fixe. Alors, ça, on peut le supposer hein, dans le cas ici où sa masse, je vais noter la masse M', ça va, M' étant la masse de O, est bien supérieure à celle du point M, mobile, autour du point O. Et ce point M, on va supposer pour cette démonstration hein, de cours qu'il est soumis uniquement, voilà, uniquement à une force centrale, voilà, à une force centrale qu'on va mettre sous la forme F de R selon ER, force centrale de centre de force O, évidemment. Voilà. Donc ce point M est soumis uniquement à une force centrale. Voilà, je reprends la notation F égale F de R selon ER. Et là, on va appliquer le théorème du moment cinétique. Donc on applique, ici je vais remonter, le théorème du moment cinétique, ici, voilà, par rapport au point O. Donc on l'évalue, donc c'est lié au point M, un mobile, hein, d'accord, mais on évalue ici, voilà, par rapport au point O fixe. Donc par rapport au centre de force. D'accord, on applique ce théorème du moment cinétique. Alors ça c'est le chapitre précédent, donc c'est une application ici concrète de ce théorème. Il vous dit quoi? Il vous dit que la dérivée temporelle du moment cinétique du point M par rapport au point O fixe dans R galiléen, donc je répète, la dérivée temporelle du moment cinétique par rapport au point O, centre de force, du point M mobile dans R galiléen, ça c'est égal à quoi? À la somme sur I. Alors de 1 à N, on va sommer les moments, d'accord, par rapport à O, de toutes les forces qui s'appliquent sur le point M. Sauf qu'ici, il n'y a qu'une seule force en présence, c'est la force F centrale. Donc si cette somme se réduit à un seul terme, d'accord, c'est le moment, d'accord, moment qui est vectoriel par rapport au centre de force O, de la force F qui est centrale. Par définition, du moment par rapport à une force F, ça c'est OM, vectoriel F. Très bien. OM, RER, je ne mets plus les devances temporelles. Vectoriel, la force est centrale. Regardez, donc je reprends F de R selon R. Et là, il apparaît clairement un produit vectoriel entre deux vecteurs collinaires. Ça vous retourne. Voilà, le vecteur nul. Conclusion, si la dérivée temporelle ici est nulle, cela signifie que ce vecteur moment cinétique par rapport à O du point M dans R est une constante vectorielle. Et même chose, cette constante vectorielle, on peut la déterminer. Comment? Grâce aux conditions initiales. Alors ça, c'est important de le connaître et de le retenir. Donc savoir le démontrer, on demande souvent de le démontrer en utilisant le théorème du moment cinétique hein, par rapport au centre de force, O étant ici, voilà, je vous rappelle, je note le centre de force. Et on va l'écrire ici en toutes lettres. Le moment cinétique,
par rapport au centre de force O. Donc le moment cinétique, virgule, par rapport au centre de force O, du point matériel M, est une constante du mouvement. C'est une constante du mouvement. Ouais. Et ça signifie quelque chose de très important, c'est-à-dire que le vecteur, moment cinétique, il garde une direction fixe et une norme constante. Donc deux points, ici, retour à la ligne, je vais ici, le vecteur, donc je termine ma phrase de conclusion, le vecteur moment cinétique par rapport au centre de force du point M mobile. Je vous rappelle, il est défini par le produit vectoriel OM vectoriel, attention, vecteur quantité de mouvement, c'est-à-dire vectoriel M fois la vitesse. Bah, ce vecteur garde une direction fixe au cours du temps et, on n'oublie pas, et une norme constante. Et une norme constante. Alors ça, c'est très important de l'avoir en tête. Voilà, on a montré que ce vecteur est une constante de mouvement, d'accord, constante qui est vectorielle, j'ai mis un vecteur à droite et un vecteur à gauche, constante qu'on peut déterminer grâce aux conditions initiales, on verra en TD. C'est que ce vecteur, d'accord, il garde une direction fixe, d'accord, et ça sera une première conséquence, donc ça sera l'objet du paragraphe 2. Paragraphe 2, bah, le fait que ce vecteur garde une direction fixe va nous assurer que le mouvement est plan. Ouais. Mais également, ce vecteur garde une norme constante, pardon. Ça sera une deuxième conséquence qu'on va aborder dans un troisième temps. On va retrouver ce qu'on appelle la loi des airs. D'accord. Donc vous voyez, à partir de cette constance du mouvement, hein, du mouvement cinétique, on a deux conséquences importantes. Bah, quand on vous demande de montrer que le mouvement est plan, bah, ça revient finalement c'est le fait que ce vecteur moment cinétique, hein, du point M par rapport au centre de force O, garde une direction fixe. Deuxième conséquence qu'on abordera ensuite, c'est voilà, ce vecteur garde une norme constante, d'accord, et ça nous permet de retrouver la loi des airs, d'accord, ce qu'on appelle également la constante des airs. Ok? Donc là, on va s'intéresser à la première conséquence, à savoir, voilà, ce vecteur moment cinétique, il garde une direction fixe au cours du temps, et ça va nous permettre de montrer sans ambiguïté que le mouvement, ici, reste plan. D'accord? Donc ça, on va le montrer ensemble dans un deuxième temps. Donc petit 2, c'est la première conséquence ici liée à cette constante du mouvement. D'accord? Donc petit 2, le mouvement est plan. Donc petit 2, pardon, première conséquence, deux points, le mouvement est plan. Alors ça revient souvent, montrer que le mouvement est plan, donc ça, il faut savoir le refaire, on va y avoir sans gros calcul, il n'y a pas de calcul, c'est simplement en faisant un schéma. Alors, le schéma de quoi? En fait, on va considérer un plan P. Alors, soit le plan P, voilà, on va considérer un plan P, passant par le centre de force O, d'accord, et perpendiculaire, donc il passe par le centre de force O, et perpendiculaire, voilà, ça c'est important également, perpendiculaire à la direction de ce vecteur. Mais cette direction, rappelez-vous, on va le montrer, la direction de ce vecteur moment cinétique, pardon, cette direction, elle est constante. Donc, perpendiculaire à la direction constante du vecteur moment cinétique par rapport au centre de force du point M. Donc on définit ce plan P. Bon, on y va, on va représenter ici sur un schéma, ici en dessous, ce plan P. Hop. Tac. Comme ceci, voilà. Hop. Voilà, arbitrairement. Voilà. D'accord, ouais, bon, pas grave. Voici le plan P. Voilà. Ce plan P, d'accord, doit contenir le centre de force O. Donc le centre de force O appartient à ce plan P. Et surtout, il doit être perpendiculaire à direction constante du moment cinétique. Alors, je vais également faire apparaître le point M. Hein. Ce point M, d'accord, est soumis à l'action d'une force centrale de la part du point O. Donc là, je vais faire apparaître, voilà, la direction du vecteur position OM. Et là, je vais faire apparaître, voilà, le fait que ce plan P est perpendiculaire, voilà, à ce moment cinétique. Alors, pourquoi je fais ça, cette direction-là? Vous allez voir, bon, là, je continue, hein. J'anticipe la direction du moment cinétique. Cette direction,
voilà, est tel que le vecteur est une constante vectorielle. Alors pourquoi ceci? Puisque là, voilà, forcément, je vais avoir un vecteur vitesse. Voilà, je vais faire ceci. Voilà, vecteur vitesse V de M dans R. D'accord? Voilà. Et OM, je vous rappelle, OM égale RER. Voilà. Bon. Là, pour l'instant, j'ai juste défini un plan P. Ça, c'est le plan P, d'accord? Ça, c'est le plan P, P majuscule, qui contient le centre de force O et qui est perpendiculaire, ici, à la direction de ce vecteur moment cinétique. Pardon, on ne le voit pas, il faut faire apparaître un angle droit. Voici l'angle droit. D'accord? Là, il n'y a pas d'ambiguïté. Sauf que, vous savez par définition de ce vecteur, moment cinétique, par rapport à O, ici, du point M, d'accord? Par définition de L0 de M, ici, voilà, ce même vecteur, ce vecteur moment cinétique, d'accord, il est comment? Il est perpendiculaire à la fois à OM, à la fois à V. C'est-à-dire que c'est ce vecteur, ici, est perpendiculaire, voilà, au plan contenant, ici, les vecteurs position et vitesse instantanée. Donc par définition du produit vectoriel, d'accord, le vecteur moment cinétique, par rapport au centre de force O du point M dans R, il est perpendiculaire, d'accord, au plan contenant OM et V. Ben voilà, là on vient de montrer, sans ambiguïté, que nécessairement, voilà, le vecteur position, donc le vecteur position, est toujours contenu, donc est contenu, on va dire, à tout instant. Où ça? Bah dans le plan P. Puisque forcément, à la fois le vecteur position OM et vitesse, d'accord, tous les deux perpendiculaires à ce vecteur moment cinétique, qui lui-même est perpendiculaire au plan P, ces deux vecteurs position et vitesse sont nécessairement contenus dans le plan P. Donc le vecteur OM est contenu à tout instant, dans le plan P. Voilà. Alors ça c'est dû au fait, d'accord, que ce vecteur garde une direction constante au cours du mouvement. D'accord? Ce qu'il faut retenir, vraiment, d'accord? Vous voyez, il n'y a aucun calcul ici, aucun calcul vraiment. Donc, ce qu'il faut retenir, je vais mettre ici en dessous, je vais recentrer, voilà. Un mouvement force centrale, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un mouvement qui est toujours plan. Voilà, donc déjà, un mouvement à force centrale, voilà, ici, est toujours plan. Il est toujours plan. Et ce plan, d'accord, enfin dans ce mouvement, il sera toujours contenu dans le plan P. Voilà. Donc on précise le plan, d'accord, du mouvement, contenu dans le plan P. Ce plan P par définition, passant par le centre de force O, est perpendiculaire, n'oublie pas, perpendiculaire à la direction constante du moment cinétique. À la direction constante du moment cinétique. Voilà. Donc retenez et sachez le retrouver assez rapidement, assez simplement, grâce à ce schéma. D'accord, le fait qu'un mouvement à force centrale est toujours plan, et ce mouvement sera toujours contenu dans le plan P, passant par le centre de force O, et perpendiculaire à la direction constante du vecteur moment cinétique du point M par rapport au centre de force. D'accord? Alors, oui, vous allez me dire, dans le cas où le moment cinétique est un vecteur nul, qui est une constante, oui, si ce vecteur moment cinétique est un vecteur nul, dans ce cas-là, ça signifie que les vecteurs position-vitesse sont collinéaires, le mouvement est rectiligne. Ouais, on le note, très bien. Bonne remarque, on y va. Dans le cas où ce vecteur moment cinétique du point M, qui est égal à un vecteur nul, qui est une constante vectorielle, dans ce cas, le vecteur position est collinéaire au vecteur vitesse instantanée. D'accord? Dans le cas où le vecteur moment cinétique, ici, est égal au vecteur nul, à tout instant, parce que là, c'est-à-dire que le vecteur position, pardon, OM, je vais vérifier la cadence, ça ne se voit pas trop, est collinéaire au vecteur vitesse instantanée, ouais, le mouvement, il est rectiligne.
Voilà, le mouvement est rectiligne. Donc, cas très particulier, voilà, le mouvement sera rectiligne. Bon. Mais dans le cas général, on revient à notre cas général, là on vient de montrer que le mouvement est plan. Ouais. Ben, il suffit de définir le fait que ce mouvement plan est contenu dans un plan x ou y, tel que ce vecteur moment cinétique soit dirigé selon OZ. Ben là forcément, voilà, en prenant l'origine ici du repère au niveau du centre de force, O, ben là, vous voyez ce qu'on vient de faire, on vient de simplifier le problème, on vient de simplifier l'étude, on passe d'un repérage a priori sphérique, qui grâce à ici la conservation du moment cinétique, hein, grâce au fait que ce vecteur garde une direction fixe au cours du temps, ben on passe d'un repérage sphérique à un repérage polaire. C'est-à-dire que maintenant, on vient de montrer qu'un repérage polaire suffit pour repérer le point M. Mais attention, ça, on l'utilise après avoir montré que le mouvement est plan. D'accord? Donc là, suite logique, hein, le mouvement, ici, plan. Si on suppose qu'il est contenu dans le plan, ici, rappelez-vous, le plan cartésien x ou y, d'accord? Donc mouvement plan contenu dans le plan cartésien x ou y, tel que ce vecteur moment cinétique du point M par rapport au centre de force O soit dirigé selon ici OZ, en prenant l'origine du repère au niveau du centre de force. Dans ce cas-là, voilà, un repérage polaire suffit. Voilà. Un repérage polaire suffit pour finalement repérer le point M, d'accord? Tel que, ben voilà, on aura OM, alors on va retrouver RER, ici, attention, hein, RER en coordonnées polaires, et la vitesse instantanée, d'accord? Voilà, on peut le noter, hein, tant qu'à faire. Donc on aura R.ER plus, ici directement R dER sur dt, je vous rappelle, R θ.θ. Voilà, donc on a ici quand même simplifié le problème. Alors ici bien sûr on peut faire, j'ai de la place à droite ainsi, une illustration, un schéma de la situation où on vient de montrer hein, que le mouvement ici à force centrale était plan. Contenu, si on suppose, contenu dans un plan X ou Y, donc un plan cartésien ici. Voilà, je fais apparaître ici les vecteurs unitaires EX, EY. Le point M, maintenant, voilà, ici est repéré en repérage polaire. Alors l'origine du repère, je vous dis, est pris au niveau du centre de force, tel qu'ici on est, voilà, le rayon polaire R de T, pardon, et voilà l'angle polaire θ de T. Voilà. Ok. Et on peut également faire apparaître hein, ici également la base polaire au point M, hein, ER-Eθ, d'accord, ici et ici, voilà, Eθ dans le sens des θ croissants, ER dans le sens des rayons croissants, voilà. Bon, voilà. Bah ça c'est, voilà, ça pose des bonnes bases pour aborder la deuxième conséquence, le fait que la norme du vecteur moment cinétique se conserve au cours du temps, et ça va permettre de retrouver la loi des airs. D'accord? Donc c'est bon pour tout le monde. Première conséquence, voilà, on exploite le fait que la direction du vecteur moment cinétique est une constante au cours du mouvement. Ça va montrer que le mouvement est plan, et on passe d'un repérage sphérique à un repérage polaire, d'accord, d'un point M soumis à une force centrale. Donc petit 3, deuxième conséquence, c'est la loi des airs. Petit 3, deuxième conséquence, ici, voilà, c'est la loi des airs. Donc vous voyez, il y a quand même deux informations capitales à extraire de la conservation de ce vecteur moment cinétique. Là, on y va. On va exploiter le fait que la norme de ce vecteur se conserve. Il faut déjà évaluer sa norme. Donc évaluer le vecteur. Donc on y va. On évalue. Bon, on évalue ce vecteur. D'accord, sachant que là, la base d'étude est une base polaire. Donc on évalue le vecteur moment cinétique par rapport au centre de force du point M en repérage polaire. Défini par OM vectoriel MV, ça tombe bien. Je viens d'expliciter ces deux vecteurs là au-dessus. D'accord, donc ça fait directement, ça fait RER, vectoriel M fois la vitesse, donc c'est vectoriel R.ER plus R θ.Eθ. Je distribue ici, voilà, produit vectoriel. ER vectoriel ER donne le vecteur nul, il nous restera uniquement ER vectoriel Eθ, nous donne
ici le vecteur inter EZ. Donc qu'est-ce qu'il nous reste? On n'oublie pas le M, M, R carré, θ point EZ. D'accord? D'où, voilà, on retrouve quelque chose de très important. Voilà. On retrouve M, R carré, θ point EZ. Voilà, ça c'est l'expression vectorielle hein, du moment cinétique. Bon, sachant que ça, j'ai fermé, mais ça c'est important, j'ai oublié de marquer quelque chose. Rappelez-vous, hein, d'après le théorème du moment cinétique, ce vecteur-là est une constante du mouvement. Voilà. Dire que ce vecteur est une constante du mouvement, on vient finalement de montrer que sa norme également doit rester constante. Alors, sa norme reste constante, la masse, alors M c'est la masse du point matériel, la masse M, elle dans tous les cas reste constante. Et ayez bien en tête que voilà, au cours du temps, j'ai oublié de les mettre, hein, là on a des dépendances temporelles, hein, on a R carré de T, θ point de T, je ne sais pas si vous voyez, là j'ai rajouté des dépendances temporelles, voilà, dire que ce vecteur est une constante vectorielle, c'est-à-dire que sa norme reste constante, c'est-à-dire qu'à tout instant, le produit, alors on s'affranchit de M, hein, la masse M étant dans tous les cas d'une constante, du mouvement, caractéristique du point mobile, hein, dire que ce vecteur est une constante, ça signifie qu'à tout instant, le produit R carré, θ point est une constante, d'accord? Et on a défini la constante des R, d'accord? Qu'on qualifie, qu'on note, hein, pardon, C égale, d'accord? Donc, c'est-à-dire, voilà, on fait apparaître une constante, c'est-à-dire qu'à chaque instant, il faut que, alors là je vais le noter par contre, il faut que R carré, θ point, voilà, ça soit une constante. Et pareil, cette constante, on le détermine grâce aux conditions initiales. Et la valeur de ce produit, d'accord, nous retourne ce qu'on appelle la constante des R. Donc à tout instant, attention, hein, à tout instant, le produit R carré θ point, est constant, d'accord, et ça définit la constante des R, très importante ici dans ce mouvement à force centrale. Alors constante des R, ici, hein, qui n'est pas sans dimension, au contraire, vous voyez, elle s'exprime en mètre carré seconde moins 1, ça on va le noter, mètre carré seconde moins 1 pour la constante des R, ici, voilà. Bon, ça, sachez le retrouver. La conservation de la norme du moment cinétique hein, permet ici d'extraire ce qu'on appelle la constante des R en mètre carré seconde moins 1. Et là, deux petites remarques liées à cette nouvelle notion qui est très importante. Si on prend le cas particulier, mais très important, d'une trajectoire qui est circulaire, de rayon R constant. Donc dans le cas particulier d'une trajectoire ici circulaire de rayon R constant, circulaire de rayon R, je précise, constant, dans ce cas-là, la constante des R nous apprend que, alors petit r carré sera égal à grand R carré, qui est constant, fois θ point de T, le tout est une constante, ça signifie que, voilà, nécessairement, pour avoir un produit R carré θ point de T d'une constante à tout instant, il faut nécessairement que θ point soit constant, en plus d'être circulaire, d'accord, de rayon R, le mouvement sera circulaire, uniforme. Donc on aura un mouvement circulaire, uniforme. Voilà. Donc si la trajectoire est circulaire de rayon R, voilà, la conservation de la norme du moment cinétique nous imposera forcément, via cette constante des R, le fait que le mouvement sera circulaire uniforme. Voilà. Ensuite, remarquez que le produit R carré θ point. Donc là, je sors du cas particulier d'une trajectoire circulaire. Donc R carré θ point est constant à tout instant. Ça signifie que si θ point augmente, R carré, R doit diminuer. Ça veut dire que le point M, si θ point augmente, le point M va tourner d'autant plus vite autour du point O, d'accord, qu'il est proche du centre de force. En effet, si θ point augmente, R diminue. Donc, deuxième remarque, donc on va noter ça, le point M, le point matériel, on va dire ça comment on tourne, tourne d'autant plus vite, tourne d'autant plus vite, tourne, entre guillemets, d'autant plus vite autour du point O. Alors ça signifie que θ point augmente. Donc le point M tourne d'autant plus vite autour du point O qu'il en est proche. Qu'il en est proche. Alors qu'il en est proche, qu'il est proche de O. Hein.
d'accord, qu'il en est proche. En effet, si θ point augmente, R diminue. Voilà. Bon. Deux remarques liées à cette grandeur qui est très importante. On retrouvera systématiquement jusqu'à la fin de ce chapitre la constante des R, R carré θ point, le produit de deux grandeurs qui dépendent chacune du temps. R carré dépend du temps, θ point dépend du temps, mais le produit des deux vous définit la constante des R, c'est égal R carré θ point, qui est une constante à tout instant. D'accord? Bon. Dernier temps, je regarde, 55 minutes, ouais, bon, c'est bien, on est dans les temps, c'est parfait. On va ici donner une interprétation géométrique de la constante des R. En fait, voilà, ça, cette constante des R, hein, ici, R carré θ point, elle permet d'aborder une nouvelle notion, une autre notion que vous connaissez également, c'est ce qu'on appelle la vitesse aérolaire. Alors là, qu'est-ce qu'on va faire? Il faut donner une interprétation géométrique. Soit on vous le dit explicitement, hein, donner une interprétation géométrique de la constante des R. Bon, là, on va considérer, vous voyez, toujours en repérage polaire, un déplacement élémentaire du point M. Toujours, entre deux instants infiniment proches, ça va générer un vecteur déplacement élémentaire. Et on va estimer l'aire élémentaire balayé par ce déplacement élémentaire, d'accord, entre t et t plus dt. D'accord? Donc, on y va, on va faire ensemble, on va prendre le temps, donc c'est le quatrième temps, d'accord? Interprétation géométrique, ici, de la constante des R. Donc, petit 4, interprétation, voilà, et on aura terminé avec cette partie courte pour aujourd'hui. Géométrique, c'est déjà pas mal, voilà. Interprétation géométrique de la constante des R, C. De la constante des R, C. Voilà. Alors, voilà, on y va. Je commençais par le schéma, ici à gauche. Toujours dans le repère cartésien, ici dans le plan cartésien. Plan ici horizontal, O, X, Y. Voilà. Donc, O, X, Y. Je vais repérer la position du point M à l'instant T par le vecteur position OM. Ici, je ne passe pas trop, parce que je vais placer ensuite un vecteur déplacement élémentaire. Donc voici la position du point M à l'instant T. À cet instant T, le point M est repéré par le rayon polaire R de T. Je vais changer de couleur. J'ai fait également apparaître un angle polaire θ de T. Ça, c'est à cet instant T. D'accord? Voilà. À l'instant T plus dt, d'accord, voilà, on va dire que le point M, allez, on va le mettre ici, voilà, à l'instant T plus dt. Donc je fais apparaître le vecteur ici, position correspondant. Ça, ce sera la position de M à l'instant ultérieur, mais infiniment proche du précédent, à l'instant T plus dt. Le rayon, R, d'accord, sera noté R en T plus dt. L'angle polaire correspondant, ici, alors où est-ce que je vais le mettre là, j'aurai un peu de place. Ouais, allez, on y va. On le tente là, ici, voilà. Là, j'aurai θ en t plus dt. Ouais, c'est un peu juste, hein, mais ça passe. Là, c'est l'angle θ. D'accord, là, c'est l'angle θ. Ça se voit pas trop le vert sur la caméra, ici. L'angle θ en t plus dt. Et là, j'ai l'angle θ à l'instant t. D'accord, voilà. Bon. Et rappelez-vous, cela génère un vecteur déplacement élémentaire entre les deux positions infiniment proches du point M. D'accord? Ce vecteur déplacement élémentaire de 2M, il est là. Voilà. Hop, je l'ai un peu loupé, mais c'est grave. Ça, c'est le vecteur déplacement élémentaire D2OM. Bon. Bon, on va noter ça rapidement. D'accord? Donc, ici, on place ce contexte. On va considérer ici un déplacement. Voilà. Élémentaire du point M. Un déplacement élémentaire du point M entre t et t plus dt, caractérisé par le vecteur déplacement élémentaire. Voilà. Caractérisé par donc un déplacement élémentaire, d'accord, caractérisé par le vecteur déplacement élémentaire. Je vous rappelle, ce vecteur déplacement élémentaire D2OM, je vous rappelle, c'est la différence entre les vecteurs position à l'instant t plus dt, moins le vecteur position à l'instant t. Voilà. Bon, qu'est-ce que je veux estimer? Bah, je veux maintenant estimer l'aire élémentaire
balayé par le vecteur position entre t et t plus z. Donc je vais estimer cette aire. Voilà, que je vais assurer proprement. D'accord. Je vais estimer l'aire balayée par le vecteur position entre ces deux instants infiniment proches. Bon, alors comme ça va pas être évident, d'accord, mais là il y a une petite astuce, puisqu'en fait, là, les vecteurs, ce que tout le monde voit, que le vecteur OM à l'instant t et le vecteur OM à t plus zt, finalement ce sont les deux vecteurs qui vont définir un losange. Ouais. Donc on y va, on va définir ce losange. Donc on va reprendre ici, voilà comme ceci, donc je vais reprendre proprement, là j'ai 8, 4, 12, 5,3 cm, là je tombe ici. Donc j'ai, ouais, ça tombe en plein dans mon texte, donc désolé, j'ai pas anticipé, on va pas recommencer, voilà. Donc je fais apparaître le losange, je vérifie, généré par les deux vecteurs, voilà. Donc là, le losange, voilà, comme ceci, c'est bon pour tout le monde, donc je répète, je fais apparaître le losange, hein, défini par mes deux vecteurs, OM de t et OM à t plus zt. D'accord? Bon. Et il faut savoir, ça c'est une règle que j'avais donnée dans l'étude du mouvement d'une particule chargée dans un champ électrique magnétique lors de les propriétés d'un produit vectoriel. Ben, il faut savoir que l'aire du losange, ouais, l'aire de ce losange-là, hein, donc on peut mettre des lettres, hein, c'est OM, alors il y a M instant t plus zt, on peut mettre un point, je sais pas, un point I, c'est pas gênant, le point I. Bah, ce losange-là, O, M de T, I, M de T plus dt, bah, l'aire de ce losange complet, bah, finalement, c'est la norme du produit vectoriel définissant, voilà, ici, OM vectoriel OM à T plus dt. Ce losange, pardon, ici, est construit sur ces trois points. Donc ce losange ici s'appuie sur les deux vecteurs. Et pour avoir l'aire de ce losange complet, il suffit d'effectuer la norme du produit vectoriel entre OM et OM à T plus dt. Nous, on ne veut pas l'aire du losange complet, on veut la moitié. Donc il suffira, je répète, pour avoir l'aire élémentaire balayée entre t plus zt, entre t et t plus zt par le vecteur position, il suffira de faire ici la moitié de l'aire du losange, sachant que l'aire du losange complet, c'est quoi? C'est la norme du produit vectoriel de OM de t par OM à t plus zt. Je rappelle, ce losange complet construit sur trois points. D'accord. Il s'appuie sur les vecteurs OM à l'instant t et OM à l'instant t plus dt. D'accord. Alors ça, on va peut-être le noter. D'accord. C'est important. Donc l'aire. Alors moi, ce que je estime, hein, c'est l'aire élémentaire. Voilà. L'aire élémentaire balayée. Balayée, c'est EE, hein, ce que j'écris là. Donc c'est une aire élémentaire balayée. Je vais noter DA. A pour A, l'aire. D'accord. D pour élémentaire. L'aire élémentaire balayée ici entre t et t plus zt par le vecteur ici position. D'accord. Donc l'aire élémentaire balayée dA entre les deux instants infiniment proches par ce vecteur position, c'est la moitié. Ça c'est la moitié de l'aire. Donc ça c'est la moitié de l'aire du losange construit sur les trois points définis. D'accord. Donc sur le losange que je vais noter O, M de T, I, M, T plus dt. D'accord. Moitié de l'aire du losange. Cette aire du losange, d'accord. Donc la moitié de l'aire du losange, ici, définie par la norme du produit vectoriel OM à l'instant t. Alors si je ne mets pas le t, ça va être ambigu. En effet, ce losange s'appuie sur les deux vecteurs, d'accord, OM à l'instant t vectoriel, le second vecteur OM vectoriel t plus dt. Bon, j'espère que c'est clair. J'espère. Donc je relis, hein, l'aire élémentaire balayée entre t et t plus zt par le vecteur position. C'est la moitié de l'aire du losange, O, M, I, M, t plus dt. D'accord. Bon, j'aurais peut-être dû renommer M ici, M ici. Bon, c'est pas grave. Sauf que l'aire du losange, cette aire du losange est définie hein, par la norme du produit vectoriel. Donc on y va. Ici, nous, ce qu'on veut, c'est la moitié de cette aire totale. Et on veut l'aire élémentaire balayée. Bah, l'aire élémentaire balayée, ici, c'est dA. Ce que j'ai assuré, c'est la moitié. Ouais, la moitié de la norme du produit vectoriel entre OM à l'instant t et OM
à l'instant t plus dt, en vecteur. Ok, ça va? Voilà. Bon, après, on peut continuer le calcul. On y va, on se lance. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la norme? J'ai OM vectoriel OM à l'instant t plus dt. Bon. Sauf que OM à l'instant t plus dt, il est là. OM à l'instant t plus dt, c'est d de OM plus OM. Pourquoi je fais ça? Parce que j'ai OM à gauche. Et ouais. Donc j'ai OM à l'instant t, vectoriel. Je remplace OM à l'instant t plus dt par d de OM plus OM, parenthèse, norme ensuite. Et là, je vais développer le produit vectoriel. En effet. Donc OM vectoriel d de OM, ça je vais garder. Par contre, on aura OM vectoriel OM au même instant t. Ça va retourner un vecteur nul. Donc il nous reste uniquement à prendre un demi de la norme ici du produit vectoriel entre OM à l'instant t et le vecteur déplacement élémentaire. C'est bon? Voilà. Après, j'utilise le fait que je suis en repérage polaire. Hein. Le mouvement est plan. Mouvement est plan, donc repérage polaire. Donc j'ai un demi de la norme de RER. Ça c'est OM. Vectoriel. Vecteur déplacement élémentaire en polaire. Facile. DRER plus R dθ Eθ. D'accord? Voilà. Pareil. Hop. On redéveloppe une fois le produit vectoriel. Donc ER vectoriel ER. Vecteur nul. ER vectoriel Eθ. EZ. Donc il va nous rester un demi. Un demi de la norme de quoi? Alors faites attention, il y aura du R carré. R carré. Dθ. EZ. Bon. Cela revient à prendre la norme du vecteur unitaire qui par définition est égal à 1. Donc il nous reste un demi de R carré dθ. Waouh! Alors ça c'est bien. Très bien. Ça on le garde. D'accord? Parce que ça c'est, voilà, l'air élémentaire, d'accord, que je viens d'assurer, balayé ici par le vecteur position entre t et t plus dt, deux instants infiniment proches. Et ça, vous voyez, c'est lié à dθ. Alors dθ, il est où? Sur le schéma, bah dθ, il est là. Hop, ça c'est dθ. Dθ, il est là également. D'accord? C'est θ en t plus dt, hein, moins θ de t. D'accord? Voilà. Alors ça, vous voyez, ça permet ici directement, voilà, une fois qu'on a l'air élémentaire, ben, il suffit de ramener cet air élémentaire balayé, la ramener par unité de temps. Puisque là, on a des mètres carrés. Hein. On a des mètres carrés. Si on ramène ça par unité de temps, qu'est-ce que l'on a? On aura dA sur dt. On aura un demi de R carré dθ sur dt. Et dθ sur dt, c'est quoi? C'est θ point. Et là, ça permet, vous voyez, hein, on passe d'une aire élémentaire balayée entre deux instants infiniment proches par le vecteur position à une vitesse aérolaire. Très importante en astrophysique. Donc, définition. Ici, voilà, suite et fin de ce cours. Je regarde 1h10, c'est bien. La vitesse, ici, aérolaire. Alors, aérolaire, j'essaie de bien l'écrire. Aérolaire. Alors, c'est quoi une vitesse aérolaire? D'accord? La vitesse aérolaire, elle est liée à la surface élémentaire balayée. Donc, en fait, c'est la surface, voilà, balayée par unité de temps. Voilà, la surface balayée par unité de temps. Voilà. Donc c'est une surface balayée par unité de temps. Et bien ça, qu'est-ce qu'on retrouve? Ben ça, cette vitesse aérolaire, elle est constante. Et oui, pourquoi elle est constante? Ben, je vais vous le montrer. En effet. Alors on va noter VA, la vitesse aérolaire. Je dis que la vitesse aérolaire, c'est l'air élémentaire balayé par le vecteur position entre t et t plus dt, rapporté à l'unité de temps. dA sur dt. Donc on aura un demi de R carré. dθ sur dt. Là, il apparaît quoi? Il apparaît θ point. Donc, un demi de R carré, j'oublie le t, hein. θ point. Ah bah tiens, c'est quoi ça? Le produit R carré θ point, c'est la constante des airs. Donc là, il apparaît C sur 2, ouais, où C est la constante des airs. D'accord? Où C égale R carré θ point. Et la constante des airs, d'accord, qui est issu de la conservation de la norme du moment cinétique du point M évalué au centre de force O. D'accord? Voilà. Je ne l'ai pas dit, vitesse aérolaire en mètres carrés, seconde moins 1. Attention, hein. Vitesse, hein. Vitesse aérolaire, c'est pas une vitesse ici linéaire instantanée, ce ne sont pas, attention, des mètres par seconde, ce sont des mètres carrés par seconde. Hein. Vitesse, alors mètres carrés par seconde aérolaire, voilà, que ça passe bien en caméra, voilà. Mètres carrés par seconde,
d'accord, c'est bien la surface balayée par unité de temps, par le vecteur ici, position, pour un mouvement à force centrale. Oui, alors deux petites remarques pour terminer ce chapitre ici. Ce premier paragraphe, ce chapitre est loin d'être terminé, au contraire, ce n'est que le début. En remarque, ça vous l'avez vu la dernière, en terminale S, rappelez-vous, vous avez dit que l'air balayé, c'est ça, pendant une durée delta t, par le rayon vecteur est proportionnel à delta t. En effet, vous avez vu la dernière, donc je vais le noter, j'ai repris votre programme de TS, l'air balayé, ici, je remonte un tout petit peu, pendant la durée delta t, pendant la durée ici delta t, par le rayon vecteur OM, par le rayon ici vecteur OM, est proportionnelle, voilà, elle est proportionnelle à delta t. Vous avez vu la dernière que cette R, d'accord, s'écrivait sous la forme, voilà, A égale C sur 2 fois delta t. J'ai repris un texte, tout ce qui est écrit dans un livre de physique de terminale S. Vous avez vu que l'air balayé pendant la durée delta t par le rayon vecteur position OM est proportionnel à delta t, tel que A égale C sur 2 delta t. Bon, ça vient d'où? Ça vient de ça. dA sur dt, ça c'est les variations temporelles de l'air balayé égale C sur 2. Directement, vous intégrez ici, sur un intervalle de temps, delta t égale tf moins ti, vous avez directement cette relation-là. Donc ça découle de ça. Mais ça vient d'où? Ça vient d'une interprétation géométrique de la constante des airs, où vous cherchez à estimer l'air élémentaire balayé entre deux instants infiniment proches par les rayons vecteurs. D'accord? Ça, c'est ce qui a été admis l'année dernière. Là, on vient de le retrouver. D'accord? Première remarque. Seconde et dernière remarque. On ne peut pas terminer cette partie sans parler de la deuxième loi de Kepler. Voilà, on y est. Ça également, vous l'avez vu les dernières. Ce qu'on appelle ici la loi des airs. Donc, je replace, on est en 1609. D'accord, 1609. Donc, on est avant la deuxième loi de Newton, 1687, je vous rappelle. On va la reprendre ensemble. Ça, c'est l'étude du mouvement elliptique des planètes autour du Soleil. Alors, que dit cette deuxième loi de Newton? Elle vous dit que le rayon vecteur ici, alors, Soleil-planète. Alors, S pour Soleil, P comme planète, S étant le centre de force fixe, P étant la planète, assimilée à un point matériel. Ce rayon vecteur balaye des airs égales pendant des intervalles de temps égaux. Pendant des intervalles de temps égaux. Deuxième mode Kepler, d'accord, qu'il faudra connaître, le rayon vecteur, ici, Soleil-planète, balaye des airs égales pendant des intervalles de temps égaux. Et rappelez-vous, vous aviez fait ici un schéma, ici, voilà, qui permet de replacer. Alors le Soleil, ce qu'il faut savoir, pour une trajectoire elliptique d'une planète autour du Soleil, le Soleil occupe l'un des foyers. On verra ça ensemble. Donc voici le Soleil, d'accord. Donc ça, c'est le centre de force, d'accord. C'est l'enseignement, le point O. Et la planète P décrit une trajectoire elliptique autour du Soleil. Donc on y va, on a un demi grand axe et un demi petit axe. Donc on y va, on essaie de représenter voilà, cette ellipse, d'accord, comme ceci. Voilà, arbitrairement, hop. Voilà. Donc l'un des deux foyers, le Soleil. Ici, la planète, d'accord, voilà, un point matériel. Ici, la planète P. Et on va considérer ici directement deux intervalles de temps différents mais égaux. D'accord, rappelez-vous, c'est-à-dire que voilà, durant l'intervalle de temps delta T1, voici l'air balayé. Donc ça c'est l'air balayé, voilà, par la planète, le rayon vecteur, Soleil-planète. Donc ça c'est l'air A1 qui est balayé pendant delta T1. D'accord. Et pendant un intervalle de temps, on va dire delta T2, mais identique à delta T1. Donc pendant le même intervalle de temps, l'air à balayer sera la même. Donc là, je représente en rouge, voilà, l'air balayé, ici, d'accord, je note A2, pendant l'intervalle de temps delta 2, qui est égal, delta T2, pardon, qui est égal à delta T1, d'accord. Donc ça, c'est pareil, la planète, d'accord, qui décrit une trajectoire elliptique autour du Soleil, d'accord, comme ceci. Et ce qu'il faut retenir, c'est que les airs balayés, ça vous le savez,
D'accord. Voilà, on vient de le montrer grâce à la vitesse aérolaire qui est une constante du mouvement également. La vitesse aérolaire, elle vaut V sur 2. Les aires balayées A1 et A2 pendant le même intervalle de temps. Hein. Attention, j'ai bien noté delta T2 égale delta T1. Pendant le même, ici, intervalle de temps. Voilà. Sont égaux. D'accord. Donc les aires balayées pendant le même intervalle de temps sont égaux. Et ça, voilà, c'est une représentation graphique que vous avez vu l'année dernière. D'accord. A1 égale A2, condition que delta T2 égale delta T1. D'accord. Donc on verra ensemble également les caractéristiques géométriques d'une ellipse, le centre, les foyers. D'accord. Voilà, demi-grand axe et demi-petit axe. Voilà pour aujourd'hui, voilà pour la partie court, hein, qui reprend déjà pas mal de choses, pas mal de nouvelles notions. D'accord. La notion de force centrale conservative, de force centrale newtonienne, d'accord. Et je répète, hein, le message fort de la partie courte d'aujourd'hui, c'est vraiment de savoir établir la conservation du vecteur moment cinétique du point M par rapport au centre de force O, d'accord. Et à partir de cette conservation de ce vecteur, d'être capable de montrer deux choses. D'une part, que le mouvement est plan. Le mouvement est plan parce que la direction de ce vecteur est une constante au cours du mouvement. Et retrouver la valeur de la constante des airs, C égale R carré θ point, grâce à la conservation de la norme de ce vecteur moment cinétique. D'accord. Voilà pour moi aujourd'hui, voilà pour la partie courte sur force centrale et conservation du moment cinétique. Voilà, au revoir.